Laurent Petitjean, quelle est votre impression générale sur cette loi de finances 2020 concernant les particuliers ? Écoutez Nathalie, une impression un petit peu de déception, puisque lorsque le texte était en préparation au Sénat, il y avait plusieurs amendements qui avaient des portées patrimoniales assez intéressantes, une modification de l'impôt sur la fortune immobilière, une augmentation des abattements pour les donations entre les grands-parents et les petits-enfants, et au final le texte voté ne reprend pas ces avancées, et on se situe à un texte qui n'a pas beaucoup de portée pratique. C'est un peu compréhensible, on est à mi-mandat, on sort d'un épisode politique avec les gilets jaunes assez important, et donc on pouvait prévoir qu'il n'y aurait pas d'évolution fondamentale en matière d'impôt sur le revenu notamment. Et qu'en est-il pour l'impôt sur le revenu ? Bien justement, pas beaucoup d'avancées. Alors, une modification quand même sur les grands principes, puisque certains contribuables sont désormais dispensés d'effectuer leur déclaration. En pratique, ça ne concerne que ceux dont la situation n'évolue pas, n'ont pas de frais supplémentaires, n'ont pas d'évolution dans leurs revenus, donc peu de contribuables. En revanche, on assiste à une modification du barème avec un abaissement de la première tranche de 14 à 11%. Ça correspond à une réduction d'impôt d'environ 350 € pour les ménages les plus modestes. Ça représente un tiers environ de l'impôt qu'ils avaient l'habitude de payer. Pour les autres, le gouvernement a estimé cette baisse à un gain de 180 €. Bon, pas donc de grande évolution. Juste à noter un abaissement de l'entrée dans la tranche de 27 000 à 25 000 €, ce qui correspond pour ces contribuables à une augmentation indirecte de la pression fiscale. Autre évolution peut-être aussi, dans la continuité du prélèvement à la source introduit l'année dernière, pour les contribuables qui emploient des salariés à domicile, désormais leur impôt sera acquitté par le particulier employeur, et donc on arrivera à la fin d'année à une égalité de traitement entre les salariés du secteur privé. Où en est-on sur la taxe d'habitation ? Alors cette promesse de campagne du candidat Macron est devenue une réalité fiscale, puisque cette année, 80% des ménages seront exonérés de cette taxe foncière. À terme, c'est-à-dire en 2023, tous les ménages en seront exonérés. Alors il y aura un système de dégrèvement progressif qui sera calculé automatiquement par l'administration fiscale pour que plus aucun foyer ne soit assujetti à cette taxe, qui ne concerne bien évidemment que les résidences principales. La taxe foncière reste due pour les résidences secondaires et on continuera à payer la redevance audiovisuelle. Y a-t-il des changements clés dans le domaine de l'immobilier ? Alors là aussi, pas beaucoup de changements. On voit une modification du crédit de rénovation énergétique qui va concerner un paquet de travaux qui devront être réalisés par des professionnels avec un plafond entre 8 et 16 000 € selon la composition du foyer fiscal et des réductions équivalentes à 15, 30, 50% des travaux réalisés. Et qu'en est-il du PTZ ? Alors le PTZ, on a cru qu'il allait disparaître, finalement il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. Pour rappel, ce dispositif permet d'avoir un crédit sans intérêt représentant entre 20 et 40% en fonction de la situation du bien acheté. Des nouveautés concernant le dispositif de Normandie ? Alors c'est le seul dispositif d'investissement qui voit son champ d'application élargi, puisque désormais on peut prendre en compte les travaux d'agrandissement et surtout, alors qu'il était cantonné au centre-ville de 245 agglomérations, aujourd'hui on a supprimé cette notion de centre-ville qui permet donc d'être sur la totalité de ces zones et enlève une incertitude quant à la notion de qu'est-ce qu'est un centre-ville, qu'est-ce qui ne l'est pas. Rien de vraiment nouveau dans cette loi de finances 2020 finalement, Laurent ? Non, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est une loi de finances qui est assez pauvre au niveau des avancées. Tout au plus, pour terminer sur une note un petit peu plus souriante, même si en matière de fiscalité c'est difficile, on va dire qu'on a un OFNI, un objet fiscal non identifié, à savoir la possibilité pour le fisc de surveiller les réseaux sociaux afin de contrôler la cohérence entre la déclaration de revenus qui est faite par le contribuable et le niveau de vie qu'il va afficher au vu et au su de tous. Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur son champ d'application. Il l'a validé tout en précisant qu'il convenait de respecter la vie privée
du contribuable, mais aussi en expliquant que cette disposition était là pour lutter contre la fraude fiscale. Donc on rentre dans une période d'expérimentation et on surveillera l'ingéniosité du fisc dans la mise en œuvre de ce nouveau principe. Merci Laurent pour ces éclairages. Avec plaisir Nathalie.